Vous savez ce que c'est de se réveiller et de découvrir que le gendre en qui vous aviez confiance a assassiné vos 2 petits-enfants pendant leur sommeil. Savoir que cet homme qui mangeait à votre table, que vous appeliez fils, a étouffé 2 enfants innocents de ses propres mains au milieu de la nuit. Mon gendre, Raphaël, a fait ça. Il a tué Mathis, 5 ans, et Léo, 3 ans, un vendredi soir, dans leur propre chambre où ils dormaient en sécurité. Il a étouffé mes 2 petits anges pendant que ma fille Amandine était de garde de nuit à l'hôpital, confiante d'avoir laissé les enfants avec un papa aimant. Si je n'avais pas découvert la vérité, si je n'avais pas agi rapidement, Raphaël serait resté libre, se faisant passer pour un beau-père dévoué, peut-être même planifiant de tuer d'autres enfants. Et ce que j'ai dû faire en tant que grand-mère, la décision impossible que j'ai prise, a choqué même ceux qui sont habitués au pire de l'humanité. Parce que quand une grand-mère de 67 ans doit choisir entre pardonner un assassin ou se faire justice elle-même, vous verrez que tous les remèdes ne servent pas à guérir. Certains servent à tuer ceux qui méritent de mourir. Vous savez ce que c'est de regarder dans les yeux d'un homme que vous considériez comme votre fils et de découvrir que c'est un monstre calculateur. Voir que derrière ce sourire sympathique se cache un psychopathe qui tue des enfants sans défense par pur plaisir sadique. Si vous avez de jeunes petits-enfants à la maison, laissez un pouce bleu maintenant. Parce qu'après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même la personne la plus digne de confiance peut être le pire cauchemar de nos enfants. Et qui sait si cette vidéo n'atteindra pas la bonne famille pour éviter que d'autres grands-mères ne traversent l'enfer que j'ai vécu. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Faites-vous entièrement confiance à vos gendres? Pensez-vous connaître vraiment ceux qui vivent sous votre toit avec vos petits-enfants? Car moi aussi, je faisais aveuglément confiance à Raphaël. Jusqu'à l'aube où j'ai découvert les corps de mes petits-enfants. Parce que la violence envers les enfants peut être plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Et chaque grand-mère doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Solange Dubois, j'ai 67 ans, je travaille comme femme de ménage depuis 50 ans ici en banlieue nord de Lyon. J'ai élevé ma fille unique, Amandine, seule après que son père soit mort dans un accident du travail quand elle avait 8 ans. J'ai travaillé dans 3 maisons par jour, du lundi au samedi, pour lui offrir des études et une vie digne. Et quand elle a obtenu son diplôme d'infirmière et a rencontré Raphaël, j'ai pensé que Dieu avait envoyé un ange pour compléter notre famille. Raphaël Dubois, 28 ans, technicien en informatique, sourire captivant, manière de parler polie. Quand Amandine l'a ramené à la maison pour la première fois, il y a 5 ans, j'ai été enchantée. « Maman, j'ai trouvé l'homme de ma vie », dit-elle, rayonnante. Et j'ai cru. Comment ne pas croire? Raphaël était attentionné avec moi. Il m'appelait Madame Dubois avec respect et offrait toujours son aide pour les courses lourdes. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans et se sont mariés lors d'une simple cérémonie à la mairie, avec une fête dans le jardin de la maison. J'ai moi-même préparé les amuse-gueules, le gâteau, tout organisé avec l'argent que j'avais économisé pendant des mois. Raphaël semblait sincèrement heureux. Il a promis de prendre soin d'Amandine jusqu'à ce que la mort les sépare. Quelle ironie amère ces mots résonnent aujourd'hui. Quand Mathis est né, il y a 5 ans, Raphaël était présent à l'accouchement. Il a pleuré d'émotion. Il a dit qu'il serait le meilleur père du monde. Et pendant 2 ans, il a vraiment semblé l'être. Il se levait la nuit pour changer les couches, faisait rire Mathis avec des grimaces amusantes, semblait aimer cet enfant comme s'il était de son propre sang. 2 ans plus tard, quand Léo est venu au monde, Raphaël a répété la performance. Un père dévoué, affectueux, présent. Je le voyais jouer avec les 2 garçons dans le jardin, apprendre à Mathis à faire du vélo, bercer Léo pour l'endormir. Quelle chance Amandine a eue, pensais-je. Elle a trouvé un homme qui aime ses enfants. Ses enfants. C'était le premier signe que j'aurais dû percevoir. Mais à l'époque, j'ai cru que ce n'était qu'une façon de parler. Raphaël se référait toujours aux garçons comme les enfants d'Amandine,
jamais comme nos enfants ou mes enfants. Mais je l'interprétais comme de l'humilité, comme un respect du fait de ne pas être le père biologique. Le père biologique des garçons, Antoine, avait disparu dans la nature quand il a appris la première grossesse d'Amandine. Un lâche qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités. C'est pourquoi, quand Raphaël est apparu et a accepté les enfants, j'ai pensé que c'était un cadeau du ciel. Un homme digne de ce nom qui assume ce qu'un autre a abandonné. Au cours des 6 derniers mois, des choses étranges ont commencé à se produire, mais je n'ai pas fait le lien. Mathis, qui avait toujours été un enfant joyeux et bavard, devenait plus silencieux, plus effrayé. Quand je lui demandais si tout allait bien, il se contentait de hocher la tête et de changer de sujet. Les enfants ont ces phases, pensais-je. Léo, encore un bébé de 3 ans, a recommencé à faire pipi au lit, après avoir déjà appris à utiliser les toilettes. Et chaque fois que Raphaël rentrait à la maison, je remarquais que le petit se cachait derrière moi ou sa mère. Il est dans sa phase d'étrangement, expliquait Amandine. C'est normal chez les enfants. Raphaël a également commencé à s'irriter plus facilement avec le bruit. Si les garçons jouaient trop fort, il criait « Taisez-vous, je n'en peux plus de ce bruit !» Amandine le défendait toujours. « Mon amour, ce sont des enfants, c'est normal de faire du bruit. » Mais je voyais le regard de rage qu'il lançait au petit quand il pensait que personne ne le voyait. Il y a 3 mois, je suis arrivée plus tôt chez Amandine et j'ai trouvé Mathis en pleurs dans la salle de bain. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, il a murmuré « Oncle Raphaël a dit que si je racontais quoi que ce soit à quelqu'un, il ferait du mal à Léo. » Mon cœur s'est emballé, mais quand j'ai demandé quelle chose c'était, Mathis s'est complètement refermé. J'ai parlé à Amandine ce soir-là. « Ma fille, Mathis a l'air effrayé par quelque chose. Est-ce que tout va bien ?» Elle m'a rassurée. « Maman, tu exagères. Raphaël aime ses enfants. Parfois, il est stressé par le travail, mais il ne ferait jamais de mal aux garçons. Maintenant, je sais que j'aurais dû insister. J'aurais dû faire plus pression. J'aurais dû lui arracher la vérité ce jour-là. Peut-être que si j'avais agi, mes petits-enfants seraient encore en vie aujourd'hui. » Le travail d'Amandine en tant qu'infirmière exigeait des gardes de nuit 3 fois par semaine. Ces jours-là, Raphaël restait seul avec les enfants. Quelle chance d'avoir un mari aussi présent, commentèrent les voisines. Ce n'est pas tous les hommes qui s'occupent seuls de leurs enfants. Si elles savaient ce qui se passait réellement ces nuits-là. Le vendredi 15 mars, Amandine est partie pour sa garde à 19h comme d'habitude. Elle m'a appelé à 20h30. « Maman, tu peux passer plus tard, juste pour voir si tout va bien avec les garçons. » C'était notre routine. Je passais toujours pour m'assurer que les enfants étaient nourris et en sécurité. Je suis arrivée chez Amandine à 21h15. Raphaël a ouvert la porte en souriant. « Bonjour, Madame Dubois. C'est gentil d'être venue. Les garçons ont déjà dîné et regardent un dessin animé. » Tout semblait parfaitement normal. Mathis et Léo étaient montés sur le canapé en pyjama, regardant un film pour enfants à la télévision. « Mamie !» ont crié les deux en courant pour m'embrasser. J'ai caressé leurs cheveux, j'ai donné des bisous sur leurs joues drippées douces. « Vous avez bien brossé vos petites dents ?» ai-je demandé. « Oui, mamie !» a répondu Mathis. « Oncle Raphaël nous a aidés. » J'ai parlé à Raphaël pendant quelques minutes de choses banales. Comment s'était passée la journée, si les enfants s'étaient bien comportés, s'il avait besoin de quelque chose. Il semblait détendu, normal, même gentil en offrant un café. « Non, ce n'est pas la peine, mon fils. Je suis juste venu jeter un œil. Vous vous occupez très bien d'eux. » À 22h, j'ai pris congé. J'ai donné d'autres bisous à mes petits-enfants qui semblaient déjà somnolents. « Mamie reviendra demain pour faire un gâteau au chocolat, ai-je promis. »« Ouais !» a crié Léo en tapant des mains. Ce fut la dernière fois que j'ai vu mes petits anges vivants. Raphaël m'a accompagné jusqu'à la porte. « Merci de toujours nous soutenir, Madame Dubois. Amandine a de la chance d'avoir une mère comme vous. » Des mots qui résonnent comme des poignards maintenant, venant de la bouche de l'assassin de mes petits-enfants. Je suis rentrée chez moi tranquille.
pensant avoir laissé les enfants en sécurité. J'ai regardé la télévision, pris mon thé du soir, je me suis couché à 23h30 comme toujours. Si j'avais su qu'à ce moment précis, Raphaël était en train de... Non, je ne peux même pas penser à ce qu'il faisait à mes bébés. Amandine est rentrée à la maison à 7h du matin le samedi, comme elle le faisait toujours après ses gardes de nuit. Elle est allée directement dans la chambre des enfants pour leur dire bonjour, comme c'était son rituel. C'est alors que les cris ont commencé. « Rafale, Rafale !» Les enfants ne respirent plus. Le désespoir dans la voix de ma fille m'a réveillée, même à 3 pâtés de maison. C'était un cri qu'une mère ne pousse que lorsqu'elle voit son pire cauchemar se réaliser. Mon téléphone a sonné à 7h23. C'était Amandine, sanglotant de manière incompréhensible. « Maman, viens vite, hôpital !» Les garçons ne respirent plus. La communication a été coupée. J'ai enfilé les premiers vêtements que j'ai trouvés et je suis sortie en courant. Mon cœur savait déjà, avant même que mon esprit ne le traite, que quelque chose de terrible s'était produit. Quand je suis arrivée à l'hôpital local, Amandine était sous sédatif. Elle s'était évanouie 3 fois de suite en apprenant que ses enfants étaient morts. Raphaël était assis sur une chaise aux urgences, la tête entre les mains, inconsolable. Quelle performance convaincante. « Madame Dubois, me dit-il en me voyant, c'était terrible. Je me suis réveillée et ils étaient nés comme ça. Ils ne respiraient plus. J'ai essayé de les réanimer, mais c'était déjà trop tard. » Des larmes coulaient sur son visage, des larmes de crocodile, comme je l'ai découvert plus tard. Le médecin m'a expliqué que les enfants étaient morts pendant la nuit, probablement vers 3h du matin. Asphyxie, c'est ce qu'il a dit. Cela peut avoir été un problème respiratoire, une grave réaction allergique ou... Le mot qu'il n'a pas prononcé résonnait dans ma tête, meurtre. Les 3 jours qui ont suivi, pendant que nous organisions les funérailles et l'enterrement, Raphaël a maintenu sa performance parfaite. Il pleurait, recevait les condoléances, serrait ma fille dans ses bras, parlait de la façon dont les garçons étaient spéciaux. Il a même aidé à porter les 2 petits cercueils blancs jusqu'au cimetière. Mais moi, qui avais élevé une fille seule, qui avait travaillé 50 ans à observer les gens, j'ai commencé à remarquer des incohérences. Raphaël pleurait, mais je n'ai jamais vu une vraie larme. Il parlait de la façon dont les garçons lui manquaient, mais ne pouvait pas donner d'exemple précis d'un bon souvenir. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait une enquête policière, il devenait nerveux. C'est le lundi, 3 jours après la mort de mes petits-enfants, que la vérité a commencé à éclater. La voisine d'à côté, Madame Simone, m'a discrètement approchée. « Solange, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai entendu un bruit étrange chez Amandine. »« Quel genre de bruit ?» ai-je demandé, le cœur déjà battant. « On aurait dit une lutte, vous savez, comme si quelqu'un se débattait. » Et puis j'ai entendu Raphaël parler seul, un peu fort, pendant très longtemps. J'ai trouvé ça étrange, mais mon sang s'est glacé. Mes petits-enfants s'étaient battus. Ils avaient essayé de se défendre, et ce monstre leur avait parlé pendant qu'il les tuait. Vous voulez savoir comment j'ai découvert que Raphaël avait assassiné mes petits-enfants de manière préméditée? Comment j'ai trouvé les preuves que la police n'a même pas cherchées? Et surtout, vous voulez savoir comment une grand-mère de 67 ans a planifié et exécuté la vengeance parfaite en utilisant les propres médicaments de l'assassin? Parce que cette histoire ne fait que commencer. Ce qui va suivre montrera comment une grand-mère apparemment fragile peut être plus dangereuse que n'importe quel criminel lorsqu'il s'agit de protéger la mémoire de ses propres petits-enfants. Si vous êtes choqué jusqu'ici, laissez un pouce bleu et continuez à regarder, parce que ce qui vient après prouvera que parfois, la justice doit être rendue de nos propres mains, même si cela signifie utiliser les médicaments de quelqu'un d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Vous avez vu comment Raphaël a tué mes petits-enfants. Maintenant, je vais vous montrer comment il nous a trompés pendant 5 ans pour avoir accès à ses victimes. Parce que les assassins d'enfants n'ont pas l'air de monstres, ils ont l'air d'un gendre parfait.
Raphaël est entré dans la vie de ma fille Amandine d'une manière qui semblait trop parfaite pour être vraie. C'était lors d'une fête de remise des diplômes de l'école d'infirmière dans le grand salon de l'école supérieure de santé en décembre 2018. Amandine avait 30 ans. Elle était concentrée sur sa carrière, sans temps pour les petits amis. « Maman, je n'ai besoin d'aucun homme. J'ai mon travail et ça me suffit », disait-elle toujours. Mais Raphaël avait un bagout à faire tomber n'importe quelle femme. Grand, 1m58, cheveux foncés bien coupés, toujours impeccable, vêtements simples mais propres. Technicien en informatique pour l'entreprise InfoConnect, il gagnait 2800 € par mois, un salaire décent pour subvenir aux besoins d'une famille. Son sourire était son arme principale. Un de ces sourires qui font penser à n'importe quelle mère. C'est un bon garçon. Comme je me trompais. La première fois qu'Amandine l'a ramené à la maison, Raphaël est arrivé avec une stratégie calculée. Il a apporté des roses blanches qui coûtaient 15 €, ni trop cher, ce qui semblerait excessif, ni trop bon marché, ce qui semblerait négligent. « Madame Dubois, vous devez être fatiguée après une journée de travail. Laissez-moi vous aider avec le dîner. » Il a retroussé ses manches et a commencé à couper des oignons dans ma cuisine, comme s'il faisait partie de la famille. Quel homme bien élevé, pensais-je. Quelle chance Amandine a eue. Chaque signe que j'ai ignoré a été une sentence de mort que j'ai signée pour mes petits-enfants. Chaque excuse que j'ai inventée a été un jour de souffrance de plus pour eux. La culpabilité de ces morts n'est pas seulement celle de Raphaël, c'est la mienne aussi. Pendant le dîner, Raphaël a posé toutes les bonnes questions. Il voulait savoir sur mon travail, combien de temps j'avais de profession, si j'aimais mes employeurs. Vous êtes une guerrière, Madame Dubois. Élever une fille seule, travailler autant, j'admire beaucoup cela. Les mots exacts que toute mère célibataire veut entendre. Aujourd'hui, je comprends qu'il étudiait mes habitudes, voyait comment je réagissais aux compliments et cartographiait mes faiblesses émotionnelles. Amandine était radieuse. Je n'avais jamais vu ma fille aussi heureuse avec un homme. « Maman, Raphaël est différent des autres. Il me respecte, il m'écoute, il veut connaître notre famille. » Et Raphaël le confirmait à chaque visite. Il complimentait toujours ma cuisine. « Madame Dubois, vous cuisinez mieux que n'importe quel restaurant. » Aujourd'hui, je comprends qu'il étudiait mes habitudes en cuisine, voyait quels assaisonnements j'utilisais, comment je préparais les aliments. La demande officielle en mariage a eu lieu en mars 2019. Raphaël m'a approché en privé. « Madame Dubois, je voudrais demander votre bénédiction pour sortir officiellement avec Amandine. Je sais que vous êtes la personne la plus importante de sa vie. » Quel gendre respectueux, pensais-je. Quelle belle éducation. J'ai donné ma bénédiction de bon cœur, sans savoir que je livrais ma fille à un prédateur. Pendant les 2 ans de leur relation, Raphaël a construit une image parfaite. Il arrivait toujours à l'heure convenue, ne buvait jamais trop, traitait Amandine comme une reine. Quand elle rentrait fatiguée de l'hôpital, il lui massait les pieds, lui faisait du thé, écoutait ses plaintes du travail. « Maman, j'ai trouvé mon prince !» soupirait Amandine, amoureuse. Si elle avait su qu'elle dormait avec un futur assassin d'enfants. Mais il y avait déjà des signes étranges que je n'ai pas su interpréter. Raphaël ne parlait jamais de sa propre famille. Quand nous posions des questions sur ses parents, il changeait de sujet. Famille compliquée, Madame Dubois. Je préfère ne pas en parler. J'ai pensé que c'était une douleur du passé, peut-être des parents qui l'avaient abandonné. Je n'ai jamais imaginé que c'était parce qu'il ne voulait pas que nous enquêtions sur ses antécédents criminels. Autre chose étrange, Raphaël n'aimait pas prendre de photos. Chaque fois que quelqu'un prenait son téléphone pour photographier, il disparaissait. « Je suis timide », justifiait-il. « Je n'aime pas être en vue. » Amandine trouvait ça mignon, mais maintenant je sais que c'était parce qu'il ne voulait pas laisser de traces, de preuves, de sa présence dans notre famille. Le mariage a eu lieu en février 2021, simple mais beau. Raphaël a pleuré pendant les vœux,
promettant d'aimer Amandine jusqu'à ce que la mort les sépare. Promesse qu'il a tenue, mais pas de la manière dont nous l'attendions. J'ai moi-même organisé la fête, préparé les amuse-gueules, décoré le jardin. « Madame Dubois, vous êtes un ange !» m'a remercié Raphaël. « Amandine a de la chance d'avoir une mère comme vous. » Les premiers mois de mariage semblaient un conte de fées. Raphaël restait attentionné, affectueux, présent. Quand Amandine est tombée enceinte en mai 2021, il était euphorique. « Nous allons avoir un bébé, Madame Dubois. Je vais être père. Je vais très bien prendre soin d'Amandine et de notre enfant. » Sa joie semblait si sincère. C'était toute une performance. Quand Mathis est né en janvier 2022, Raphaël était à l'accouchement, tenant la main d'Amandine. J'étais dans la salle d'attente quand il est sorti en pleurant. « Madame Dubois, il est né! C'est un beau petit garçon, tout comme sa mère !» Il m'a serré dans ses bras avec tant d'émotion que j'ai pensé « Quel père merveilleux ce garçon va avoir !» Comme je me trompais sur ses intentions. Pendant les 2 premières années de Mathis, Raphaël semblait vraiment un père dévoué. Il se levait la nuit pour les biberons, changeait les couches sans se plaindre, chantait des berceuses. Quand Amandine a repris le travail, il a pris en charge de nombreux soins du bébé. « Quelle chance j'ai eue !» commentait toujours Amandine. « J'ai trouvé un homme qui aime vraiment mon fils. » Son fils. Encore cette expression que j'aurais dû remarquer. Raphaël disait toujours « le fils d'Amandine », jamais « notre fils » ou « mon fils ». Mais je l'interprétais comme de l'humilité, comme la reconnaissance de ne pas être le père biologique. Comme j'étais aveugle aux signes qu'il n'avait jamais établi de lien émotionnel avec les enfants. En 2023, lorsque Léo a été conçu, Raphaël semblait à nouveau heureux. Un autre bébé. La famille s'agrandit, Madame Dubois. Mais j'ai remarqué une subtile différence dans son enthousiasme. Ce n'était pas la même euphorie que pour le premier. Cela ressemblait plus à une réaction obligatoire, comme s'il jouait le rôle attendu. Quand Léo est né en décembre 2023, Raphaël était présent, mais différent. Moins ému, plus mécanique dans ses soins. Amandine l'attribuait à l'expérience. Maintenant, il sait déjà ce que c'est, il n'y a plus cette surprise du premier enfant. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette froideur subtile qui commençait à apparaître. C'est à partir de 2024 que les comportements vraiment étranges se sont intensifiés. Raphaël a commencé à s'irriter facilement quand les enfants faisaient du bruit. Ces enfants ne sont jamais calmes, se plaignait-il. Amandine le défendait. « Mon amour, ce sont des bébés, c'est normal. » Mais le regard de pure rage qu'il lançait au garçon me glaçait le sang. Mathis, qui avait toujours été un enfant bavard et joyeux, a commencé à se refermer à partir de ses 4 ans. Quand je lui demandais si tout allait bien, il se contentait de hocher la tête. J'ai trouvé Mathis avec une marque violette sur le cou. Qu'est-ce que c'est? Oncle Raphaël a dit que c'était pour jouer, mamie, mais ça fait mal. J'aurais dû appeler la police à ce moment-là. Cette marque au cou, une blague qui faisait mal, aurait dû m'alerter immédiatement. Un enfant de 4 ans n'invente pas ce genre de choses. Quelqu'un avait appris à Mathis que la violence était une blague. Et maintenant, je sais que ces blagues étaient pour les premiers abus que Raphaël commençait à commettre. Léo, même plus jeune, montrait aussi des signes clairs de peur. Chaque fois que Raphaël rentrait à la maison, le petit se cachait derrière moi ou sa mère. Il est dans sa phase d'étrangement, justifiait Amandine. Mais un étrangement de qui vit avec lui tous les jours. C'était de la terreur pure, celle d'un enfant qui savait déjà que cet homme était dangereux. Raphaël a commencé à insister pour qu'Amandine fasse plus de garde de nuit. « Mon amour, accepte ces gardes supplémentaires, on a besoin d'argent. » Amandine, toujours dévouée, acceptait ses suggestions. 3 nuits par semaine, elle partait à 19h et ne rentrait qu'à 7h du matin le lendemain, laissant Raphaël seul avec 2 jeunes enfants complètement sans défense.
Maintenant, je comprends que c'était pendant ces nuits que Raphaël faisait des choses terribles à mes petits-enfants. Des choses qu'il ne pouvait raconter à personne, car il les avait menacés de mort. Si vous racontez, je ferai pire encore à vous et à maman. Il a dû le dire 1000 fois. Une fois, je suis arrivée et j'ai trouvé Raphaël en train de laver les vêtements des garçons à 23 heures. Pourquoi laves-tu des vêtements si tard? Ils se sont salis en jouant Madame Dubois. Aujourd'hui, je sais qu'il lavait les preuves des abus qu'il venait de commettre. Il y a eu une nuit, il y a 2 mois, où je suis arrivée plus tôt chez Amandine. C'était un vendredi, Amandine était de garde, il était environ 21h30. J'ai frappé à la porte et Raphaël a mis beaucoup de temps à ouvrir. Quand il a ouvert, il était en sueur et nerveux. « Madame Dubois, quelle surprise! Je ne vous attendais pas. »« Où sont les garçons ?» ai-je demandé. « Ils dorment déjà. Ils se sont couchés tôt parce qu'ils étaient fatigués. » Mais quand je suis passée devant la porte de leur chambre, j'ai entendu des chuchotements. Ils ne dormaient là pas. Ils étaient réveillés, mais faisaient semblant de dormir. Faisaient semblant de dormir de peur que Raphaël ne revienne. Le lendemain, j'ai trouvé Mathis avec un hématome au bras. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Je suis tombée du vélo, mamie. Mais la forme de la marque n'était pas celle d'une chute. Cela ressemblait à une marque de doigts serrant fort, essayant de faire mal exprès. Quand j'ai confronté Raphaël, il a confirmé la version. Oui, le pauvre. Il est tombé de son vélo hier après-midi. 3 semaines avant la mort des garçons, la voisine Madame Simone m'a approchée. « Solange, je peux vous dire quelque chose. Parfois la nuit, j'entends un bruit étrange chez Amandine. » « Quel genre de bruit? On dirait un enfant qui pleure doucement, vous savez. Et Raphaël qui parle fort, comme s'il se disputait avec eux ou les menaçait. » Mon cœur s'est emballé. Mais je n'ai pas voulu croire à cette possibilité. Ce doit être un cauchemar, Madame Simone. Les enfants ont ces phases. Mais au fond de moi, une voix insistante me disait que quelque chose de très grave se passait dans cette maison pendant les gardes d'Amandine. La dernière semaine de vie de mes petits-enfants, ils étaient complètement différents. Mathis ne voulait plus rester seul avec Raphaël. Chaque fois qu'Amandine partait, il pleurait. « Maman, ne va pas travailler. Reste ici avec nous. » Amandine pensait que c'était de la manie. « Mathis, tu es déjà grand. Prends soin de ton petit frère avec papa. »« Papa. » Ce mot me faisait mal quand ma fille le prononçait. Raphaël n'a jamais été le père de ses enfants. C'était un prédateur qui s'était déguisé en père pour avoir un accès total à des victimes sans défense. Et nous avons livré nos petits anges entre ses mains, en lui faisant confiance, en croyant en lui, en aimant le monstre. Le jeudi, la veille de l'assassinat, j'ai emmené les garçons se promener au parc. Mathis m'a tiré dans un coin et a murmuré « Mamie, je voudrais habiter chez toi. » Pourquoi, mon amour? Parce que chez maman, j'ai peur. Peur de quoi? De tonton Raphaël quand maman n'est pas là. Sur la dernière photo que j'ai prise des garçons, une semaine avant leur mort, Mathis ne sourit pas. Aujourd'hui, je vois que c'était un appel à l'aide silencieux. Il essayait de me dire que quelque chose n'allait vraiment pas. J'aurais dû insister. J'aurais dû lui arracher la vérité à ce moment-là. J'aurais dû emmener les enfants chez moi cette même nuit. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai cru que c'était une chose d'enfant, une phase de jalousie. Et à cause de ma cécité totale, mes petits-enfants sont morts quelques heures plus tard. La psychologue m'a dit plus tard « Madame Dubois, Raphaël a suivi le manuel parfait du prédateur familial, gagner la confiance, isoler les victimes, les faire taire par des menaces. Vous avez été dupé par un spécialiste de la manipulation. Dites-moi combien de signes vous ignorez chez vos propres gendres, parce que cette histoire montre que les assassins se déguisent parfaitement en hommes de famille exemplaires. Vous voulez savoir ce que la voisine Madame Simone a vu par la fenêtre la nuit du crime? Comment elle m'a donné la preuve définitive que Raphaël mentait sur l'heure de la mort? Et surtout, comment cela m'a donné l'idée d'utiliser ses propres médicaments pour rendre la justice que la loi n'a pas rendue?
parce que ce qui va suivre prouvera qu'une grand-mère de 67 ans peut être plus détective que n'importe quel policier lorsqu'il s'agit de découvrir la vérité sur la mort de ses propres petits-enfants. Vous avez vu comment Raphaël a trompé ma famille. Maintenant, je vais révéler ce que j'ai découvert qui a prouvé qu'il a tué mes petits-enfants pour 100 000 € et comment cette découverte m'a donné l'idée d'utiliser ses propres médicaments pour rendre justice. C'est le lundi, 3 jours après l'enterrement de mes petits anges, que la vérité a commencé à éclater. J'étais chez moi, encore en deuil, essayant de comprendre comment 2 enfants en bonne santé pouvaient mourir par asphyxie sans raison apparente. La version officielle de l'hôpital était « mort subite du nourrisson », mais mon cœur de grand-mère savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Madame Simone, une voisine de 72 ans qui habite à côté de chez Amandine, m'a discrètement approchée à 14h30. « Solange, je dois vous parler de cette nuit-là. Je ne peux plus garder ça pour moi. » Son air nerveux m'a fait comprendre que ce qui allait suivre allait tout changer pour toujours. « Quelle nuit, Madame Simone ?» ai-je demandé, le cœur déjà battant. « La nuit de vendredi à samedi, quand les enfants sont morts, j'ai vu des choses qui n'ont aucun sens avec ce que Raphaël raconte à tout le monde. » Madame Simone m'a emmenée à la fenêtre de sa cuisine, qui donne directement sur le jardin d'Amandine. « Solange, je souffre d'insomnie depuis des années. Je reste toujours éveillée jusqu'à 4 heures du matin environ. Vendredi, j'étais ici en train de faire la vaisselle quand j'ai vu des mouvements étranges dans la maison de votre fille. » Quel genre de mouvement ? Ma voix tremblait déjà de peur de la réponse. Il était environ 23h30 quand j'ai entendu le premier cri. Ce n'était pas un cri de jeu, Solange. C'était un cri de désespoir, d'enfant ayant très peur, comme s'il était blessé. Mon sang s'est glacé. Raphaël avait dit que les enfants dormaient tôt et paisiblement à 22h. « Et qu'avez-vous vu d'autre, madame ?» ai-je insisté, ayant besoin de connaître toute l'horrible vérité. J'ai vu Raphaël marcher dans le jardin à 2h du matin, portant un grand sac en plastique lourd. Il l'a jeté dans la poubelle de la rue, pas dans la poubelle de la maison. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé que c'était des ordures ordinaires. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi Raphaël jetterait-il des ordures à 2h du matin si les enfants étaient morts, naturellement? Mais le plus étrange, Solange, c'était à 3h30. J'ai vu Raphaël à la fenêtre de la chambre des enfants. Il est resté là, regardant à l'intérieur pendant environ 10 minutes. Puis il est sorti et est allé regarder la télévision dans le salon jusqu'à l'aube. Si les enfants étaient déjà morts depuis 23h30, pourquoi Raphaël les regardait-il à 3h30? Et pourquoi n'a-t-il pas dormi? Madame Simone, êtes-vous absolument certaine de ces heures? Ai-je demandé désespéré. Oui, je le suis. Je note tout dans mon petit carnet parce que le médecin m'a dit de contrôler mon sommeil. Les cris étaient à 23h30, le sac à la poubelle à 2h, l'arrêt à la fenêtre à 3h30. Cette chronologie détruisait complètement la version mensongère de Raphaël. 23h30. Raphaël a tué mes petits-enfants. 0h0. Il a caché les preuves. 0h30. Il a vérifié s'ils étaient vraiment morts. 0h0. Il a joué le rôle du mari désespéré. 4 heures de planification froide après 2 assassinats. Et il y a autre chose, Solange. À 6h du matin, 1 heure avant l'arrivée d'Amandine, j'ai vu Raphaël sortir de la maison avec un sac à dos noir. Il est revenu 20 minutes plus tard sans le sac à dos. Pourquoi Raphaël serait-il sorti de chez lui en laissant 2 enfants morts, seuls? Qu'y avait-il dans ce sac à dos? À ce moment-là, j'ai compris que Raphaël n'avait pas trouvé les enfants morts, comme il le disait à tout le monde. Il les avait tués à 23h30, avait passé des heures à cacher les preuves, et avait ensuite falsifié la découverte pour quand Amandine arriverait. Tout était un mensonge calculé d'un assassin froid. « Madame Simone, pourquoi n'avez-vous pas dit ça à la police ?» ai-je demandé révoltée. « Parce qu'ils ne m'ont pas bien interrogée, Solange. Ils sont venus ici et ont demandé si j'avais entendu quelque chose d'étrange. J'ai dit oui. Mais quand j'ai commencé à parler des heures spécifiques, ils ont dit que ce n'était pas important, qu'ils avaient déjà la version de Raphaël.
La police avait accepté la parole de l'assassin sans rien enquêter. Ce même après-midi, je suis allée chez Amandine pendant qu'elle travaillait à l'hôpital. Raphaël m'a accueilli avec son faux sourire habituel. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Je sais que c'est difficile pour nous tous. » Quel acteur convaincant! Quel monstre déguisé en gendre affectueux! « Raphaël, puis-je voir la chambre des enfants ?» ai-je demandé, testant ses réactions. « Bien sûr, Madame Dubois. J'essaie de décider quoi faire avec leurs petites affaires. » Il m'a conduite à la chambre avec une fausse décontraction, comme si ce n'était pas l'endroit où il avait commis 2 assassinats brutaux. La chambre était trop propre, le lit parfaitement fait, le sol ciré, une forte odeur de désinfectant hospitalier. « Tu as tout nettoyé, Raphaël ?»« Oui, Madame Dubois. Amandine n'arrivait pas à entrer ici, alors j'ai rangé pour elle. » Il avait systématiquement effacé toutes les preuves du crime. Mais Raphaël a commis une erreur cruciale. Quand nous sommes sortis de la chambre, j'ai remarqué qu'il avait fermé la porte à clé et l'avait mise dans sa poche. « Pourquoi tu verrouilles, mon fils ?»« Pour qu'Amandine n'entre pas et ne soit pas encore plus triste, » a-t-il menti en me regardant dans les yeux. Mais je savais que c'était pour que personne d'autre ne voie ce qui pouvait rester de preuve. Cette nuit-là, j'ai appelé une de mes connaissances, Monsieur Pierre, un ancien de la gendarmerie à la retraite. Sans donner de détails spécifiques, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait m'aider à enquêter sur une mort suspecte. « Madame Dubois, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la mort de vos petits-enfants ?»« Je pense oui, Monsieur Pierre. Les choses n'ont aucun sens. » Il m'a donné le contact d'un détective privé à la retraite, Marc, qui acceptait des affaires à bas prix pour aider les familles démunies. Il est discret et compétent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il découvrira la vérité. Le mardi, j'ai rencontré le détective Marc dans un café près de chez moi. Un homme d'environ 55 ans, expérimenté, qui m'a écouté avec une attention totale et professionnelle. Je lui ai raconté le témoignage de Madame Simone, le nettoyage excessif de la chambre, le comportement étrange de Raphaël. « Madame Dubois, je vais être direct avec vous. Tout ce que vous m'avez dit indique un homicide volontaire prémédité. Je vais enquêter discrètement, mais il faut que vous n'en parliez à personne de la famille. Il a demandé 800 € pour ses services. Tout mon argent économisé pendant des années, mais cela en valait la peine pour la vérité. » Pendant 3 jours, Marc a enquêté discrètement sur Raphaël. Il a découvert des choses qui m'ont fait comprendre que mes petits-enfants avaient été tués par un monstre encore pire que ce que j'imaginais dans le pire des cas. « Madame Dubois, votre gendre a un passé criminel violent. » Marc m'a montré des documents qui m'ont fait trembler des mains. Il a été arrêté à 19 ans pour agression sur un enfant de 6 ans. Il a passé 1 an en prison. Ensuite, il a été accusé 2 autres fois de violence domestique, mais les victimes ont retiré leur plainte par peur. « Et il y a plus », a poursuivi le détective avec une expression sombre. « Raphaël était au chômage depuis 2 mois. Il ne l'a pas dit à votre fille. Il avait des dettes de 15 000 € et était désespéré pour de l'argent. C'est pourquoi il était irrité avec les enfants ces derniers temps. Elles représentaient des dépenses supplémentaires dans une situation financière désespérée. Mais la découverte la plus choquante, Madame Dubois, concernait l'assurance vie. Mon cœur a cessé de battre. Quelle assurance vie? Raphaël avait souscrit une assurance vie pour les 2 enfants, il y a exactement 89 jours, sans le dire à votre fille. Une valeur de 50 000 € pour chaque enfant en cas de mort accidentelle. 100 000 € pour la mort de mes petits-enfants innocents. Raphaël avait prévu de tuer Mathis et Léo pour toucher l'argent sale de l'assurance. Mes petits anges ont été assassinés froidement par pure cupidité, comme s'ils étaient des animaux à l'abattoir. L'assurance avait été souscrite un lundi. Les enfants sont morts un vendredi, exactement 89 jours plus tard. Le temps minimum pour ne pas paraître suspect aux assureurs. Raphaël avait tout calculé mathématiquement, même le timing pour recevoir l'argent sans éveiller de soupçons. Et la méthode qu'il a utilisée, Madame Dubois, c'était l'étouffement manuel, avec ses propres mains.
Le détective m'a montré des photos discrètes qu'il avait prises des corps. Vous voyez ces marques de 1,2 cm sur leur cou. Ce sont des marques de doigts masculins serrants. L'asphyxie a duré entre 3 et 4 minutes par enfant. Il a étouffé l'un après l'autre, puis a attendu des heures pour simuler la découverte. Quand j'ai vu les photos des marques sur le cou de mes petits-enfants, j'ai vomi là, sur la table du café. Puis j'ai pleuré sans m'arrêter pendant 2 heures. Ensuite, j'ai ressenti une rage froide que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Il était temps de me faire justice moi-même. Ils s'étaient les rabattus. Ils avaient essayé de se défendre. Ils avaient regardé dans les yeux de l'homme qu'ils considéraient comme leur père pendant qu'il leur ôtait froidement la vie pour 100 000 € d'argent sale. Ce qui m'impressionne le plus, Madame Dubois, c'est sa froideur psychopathique. Après avoir tué les enfants, Raphaël a nettoyé les preuves, a jeté tout ce qui pouvait le compromettre et a même eu le sang-froid de jouer le mari désespéré quand votre fille est rentrée à la maison. Pendant un instant, j'ai pensé « Dois-je vraiment faire ça ?» Mais je me suis alors souvenu de Mathis murmurant « J'ai peur de tonton Raphaël » et de la marque violette sur le cou de Léo. L'hésitation est passée aussitôt. Pourquoi la police n'a-t-elle pas bien enquêté ? Ai-je demandé, révolté par le système. Parce que Raphaël a bien choisi le moment et la méthode. Vendredi soir, fin de garde, commissariat avec peu de personnel. Quand ils ont emmené les enfants à l'hôpital, il avait déjà sa version prête. Il les a trouvés sans respirer, a essayé de les réanimer, n'a pas réussi à les sauver. Le système avait complètement échoué avec mes petits-enfants. Le commissaire m'a dit plus tard « Madame Dubois, sans preuve physique préservée et le suspect étant le mari de la mère, nous ne pouvons pas ouvrir d'enquête officielle. Des cas comme celui-ci aboutissent rarement à quelque chose. » C'est alors que j'ai compris que j'étais complètement seule dans ce combat. Et maintenant, Marc, comment prouver tout cela devant la justice ? Madame Dubois, je vais être honnête. Sans aveu ou flagrant délit, c'est très difficile. Les preuves ont été détruites. Ils n'ont pas fait d'autopsie détaillée et Raphaël est trop convaincant pour un jury. La justice n'allait pas punir l'assassin de mes petits-enfants innocents. Marc m'a averti. Madame Dubois, Raphaël pourrait répéter le crime. Les hommes qui tuent pour de l'argent ne s'arrêtent pas à la première fois. Si votre fille retombe enceinte, il n'a pas eu besoin de compléter la phrase. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie pour toujours. Si la justice ne faisait rien, je me ferais justice moi-même pour mes petits anges. Raphaël avait tué 2 enfants innocents pour de l'argent sale. Il ne méritait pas de continuer à respirer dans le même monde. Mais comment une grand-mère de 67 ans pourrait-elle tuer un homme de 28 ans, fort et en bonne santé ? La réponse est venue quand Marc m'a raconté un détail crucial sur la santé de Raphaël. Madame Dubois, votre gendre prend un médicament contrôlé pour l'anxiété, du Rivotril 2 mg par jour qu'il prend depuis 2 ans. Et moi, qui ai travaillé 50 ans comme femme de ménage, je savais exactement comment ces médicaments fonctionnaient et ce qui se passait quand quelqu'un en prenait plus que de raison. S'il prend beaucoup de comprimés d'un coup, ai-je demandé, feignant une curiosité innocente. Madame Dubois, le Rivotril en excès provoque un arrêt cardiaque. Dose létale, 40 comprimés. C'est l'un des poisons les plus parfaits qui soit, car il imite une mort naturelle par crise cardiaque. Marc ne savait pas qu'il me donnait l'arme parfaite pour ma vengeance. Un médecin légiste à la retraite que Marc a consulté m'a dit « Madame Dubois, c'est l'un des cas d'infanticide les plus froids que j'ai jamais vus. Raphaël est un psychopathe qui tuerait à nouveau s'il en avait l'occasion. Il ne ressent ni remords, ni empathie. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de mes petits-enfants, j'ai réussi à dormir en paix. Parce que maintenant je savais toute la vérité. Raphaël avait tué mes enfants pour 100 000 € d'argent sale. Et je savais exactement comment j'allais me faire justice en utilisant ses propres médicaments contrôlés. Vous voulez savoir comment j'ai réussi à faire prendre 40 comprimés de Rivotril à Raphaël sans qu'il se méfie? Comment j'ai utilisé mes 50 ans d'expérience en cuisine pour préparer son dernier repas?
Et surtout, comment c'était de le voir mourir lentement, sachant que je rendais justice pour mes petits-enfants. Parce que ce qui va suivre montrera que lorsqu'une grand-mère décide de se faire justice pour ses propres petits-enfants assassinés, même le diable ne peut l'arrêter. Et Raphaël était sur le point de découvrir que s'en prendre aux petits-enfants de Madame Dubois était la dernière erreur de sa misérable vie. Vous avez vu comment j'ai découvert que Raphaël a tué pour 100 000 €. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai réussi à lui faire manger 30 comprimés de Rivotril cachés dans un pudding sans qu'il se doute qu'il mangeait sa propre mort. Laissez un pouce bleu si vous pensez que Raphaël a mérité ce qui lui est arrivé, car cette histoire montrera que les assassins d'enfants ne méritent aucune pitié. L'exécution de ma vengeance a commencé un jeudi, le 18 avril, exactement une semaine après avoir découvert toute la vérité. J'ai passé 7 jours à planifier chaque détail, à étudier la routine de Raphaël, à observer les heures où il prenait ses médicaments, à calculer la dose exacte dont j'aurais besoin pour le tuer. Raphaël prenait 2 mg de Rivotril tous les jours à 21 h. C'était une habitude presque religieuse pour lui. Après le dîner, il prenait son comprimé avec un verre d'eau. C'est pour contrôler l'anxiété, justifiait-il toujours. L'anxiété de quoi? D'être découvert comme un assassin d'enfants. Mon plan était simple mais mortel. Remplacer les comprimés normaux par une dose létale mélangée à sa nourriture. Je savais que Raphaël gardait ses médicaments dans un tiroir de la chambre. Je savais qu'Amandine était de garde le jeudi soir. Je savais qu'il serait seul à la maison, sans témoin, pour entraver ma vengeance. Le mercredi, j'ai rendu visite à Amandine sous prétexte d'aider à nettoyer la maison. « Maman, c'est super que tu sois venue. J'ai tellement de choses à faire, » a-t-elle dit, heureuse. Si elle avait su que j'étais là pour planifier la mort de son mari assassin. Pendant qu'Amandine faisait la lessive, je suis allée dans la chambre et j'ai localisé le tiroir des médicaments. Une boîte de Rivotril de 30 comprimés, presque pleine. J'ai mémorisé l'information et je suis retournée au salon en feignant la normalité. « Voilà ma fille, j'ai tout rangé pour toi. » Le jeudi matin, j'ai acheté une boîte de Rivotril identique à la pharmacie du quartier. C'est pour ma sœur qui a oublié d'en acheter, ai-je menti au pharmacien. Cela a coûté 45 €, le prix de la justice pour mes petits-enfants assassinés. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à préparer le piège mortel qui tuerait Raphaël. J'ai écrasé les 30 comprimés avec un rouleau à pâtisserie pendant 2 heures jusqu'à ce qu'ils deviennent une poudre fine. J'ai utilisé mes 50 ans d'expérience en cuisine pour créer le mélange parfait. J'ai pris de la farine de blé très fine, l'ai mélangée à la poudre des 30 comprimés et j'ai ajouté du sucre cristallisé pour masquer tout goût étrange. Le résultat, une poudre blanche qui ressemblait à du sucre ordinaire. J'ai testé le mélange sur moi-même. Un comprimé dans le café, le goût était imperceptible. S'il ne mangeait pas tout le pudding, j'avais préparé une dose supplémentaire dans le café comme plan de secours. À 18h30, j'ai appelé Raphaël en feignant d'être la belle-mère affectueuse. « Mon fils, j'ai fait une lasagne spéciale aujourd'hui. Que dirais-tu de venir dîner ici? Amandine travaille de toute façon. » Il a accepté immédiatement. « C'est super, Madame Dubois. J'adorerais dîner avec vous. J'arrive à 19h30. » L'agneau allait de son plein gré à l'abattoir. J'ai passé 1 heure à préparer le dernier repas que Raphaël mangerait de sa vie. Lasagne à la viande hachée, comme il l'aimait le plus. Salade assaisonnée, jus d'orange naturel. Et pour le dessert, un pudding de riz maison avec la farine spéciale que j'avais préparée pour le tuer. Raphaël est arrivé à 19h35, souriant, sentant bon, sans se douter qu'il entrait dans la maison de sa propre mort. « Madame Dubois, quelle bonne odeur! Vous cuisinez toujours trop pour une seule personne. »« C'est que j'aime faire à manger pour la famille, » ai-je répondu en le regardant dans les yeux. Pendant le dîner, Raphaël a mangé normalement, complimentant chaque plat que je lui ai servi. « Cette lasagne est meilleure que celle du restaurant, Madame Dubois. Vous avez un don pour la cuisine. » Nous avons parlé de travail, d'Amandine, de projets pour l'avenir. Des projets
qu'il ne vivrait pas pour exécuter. À 20h45, j'ai servi le dessert mortel qui scellerait son destin. Raphaël, j'ai fait un pudding spécial aujourd'hui. J'ai utilisé une nouvelle recette que j'ai apprise. Le pudding était parfaitement doré, sentant bon, avec un glaçage au caramel qui cachait le goût amer de la vengeance pour mes petits-enfants. « Oh là là, Madame Dubois, quel travail! Vous n'aviez pas besoin de vous donner tant de mal. » Raphaël a mangé tout le pudding, complimentant la texture, le goût, la présentation. Il mangeait littéralement sa propre mort et me remerciait pour le repas. Chaque bouchée qu'il prenait, c'était plus de justice rendue pour mes petits-enfants. Chaque compliment qu'il faisait était une ironie du destin de plus. C'est délicieux. Ce goût est différent, Madame Dubois. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait découvert. C'est du nouveau sucre cristallisé que j'ai acheté, ai-je menti. Il a continué à manger. Raphaël a complimenté le pudding jusqu'à la fin. « C'est délicieux, Madame Dubois. »« Tant mieux que ça vous ait plu, » ai-je répondu. « C'est une recette que vous emporterez dans votre tombe. » À 21h15, Raphaël avait terminé tout le dessert mortel. 30 comprimés de Rivotril étaient au maintenant dans son estomac, en train d'être absorbés par son organisme. « Merci beaucoup pour le dîner, Madame Dubois. Je vais rentrer me reposer. »« Oui, mon fils. Reposez-vous pour toujours. Raphaël, avant de partir, restez encore un peu. Nous allons prendre un petit café. J'avais besoin qu'il reste chez moi quand les symptômes commenceraient. Je ne pouvais pas le laisser mourir seul et perdre l'occasion de le voir payer pour ses crimes odieux. À 21h30, j'ai préparé un café fort et sucré. Nous nous sommes assis dans le salon en parlant de futilité. Raphaël semblait détendu, satisfait, sans se douter que la mort coulait déjà dans ses veines. « Madame Dubois, vous êtes une mère pour moi. Vous me traitez toujours si bien. » 22h05, première sueur froide et tremblement des mains. 22h15, difficulté à parler et vertige. 22h25, convulsions et lèvres bleues. 22h30, arrêt respiratoire. 22h35, mort cérébrale confirmée. À 21h45, Raphaël a commencé à montrer les premiers symptômes. « Je me sens un peu étourdi, Madame Dubois. Ça doit être la fatigue du travail. » Il a porté la main à son front, a respiré profondément, a essayé de dissimuler le malaise. Mais je savais que c'était le Rivotril qui commençait à faire son effet létal. « Restez encore un peu, Raphaël. Ça passera vite. » Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, feignant une préoccupation maternelle. À l'intérieur, une froide satisfaction m'envahissait. La justice était rendue de mes propres mains. À 22h, Raphaël a commencé à transpirer abondamment. « Madame Dubois, je crois que je me sens vraiment mal. C'est étrange. Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Ses mains tremblaient invisiblement. Sa respiration devenait plus difficile. « Ça doit être quelque chose que vous avez mangé, » ai-je menti cyniquement. « Mais je n'ai mangé qu'ici, Madame Dubois, et tout était délicieux. » Il s'est arrêté au milieu de la phrase. Un regard de méfiance a traversé ses yeux pendant une seconde fatale. « Vous avez mis quelque chose de différent dans la nourriture ?»« Juste de l'affection, mon fils. Juste de l'affection. » ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Il était temps que Raphaël sache la vérité avant de mourir. « Raphaël, savez-vous pourquoi j'ai préparé ce dîner spécial aujourd'hui ?» À 22h10, Raphaël était visiblement affaibli. La sueur coulait sur son visage. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il avait du mal à garder les yeux ouverts. « Madame Dubois, aidez-moi. Je crois que je dois aller à l'hôpital. » Pas besoin d'aller nulle part, Raphaël. Il est temps que nous parlions de Mathis et Léo. Le nom de mes petits-enfants fit Raphaël ouvrir les yeux avec un effort désespéré. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les garçons ?» Sa voix était pâteuse, traînante. « Je sais que vous les avez tués, Raphaël. Je sais pour les 100 000 € de l'assurance. Je sais que vous avez étouffé mes petits-enfants de vos propres mains assassines. » Quand j'ai vu qu'il était en train de mourir, j'ai dit « Raphaël,
Vous souvenez-vous quand vous avez étouffé Mathis? Il s'est battu pendant 4 minutes. Vous souvenez-vous quand vous avez tué Léo? Il a pleuré en demandant de l'aide. Maintenant, c'est à votre tour de ressentir ce qu'ils ont ressenti. À 22h15, Raphaël a tenté de se lever du canapé, mais est retombé sans force. Madame Dubois, je n'ai rien fait. Les garçons sont morts. C'était naturel. Même en mourant, le monstre essayait encore de mentir effrontément. Arrêtez de mentir, Raphaël. J'ai des preuves. Je connais les heures. Je sais ce que vous avez fait cette nuit-là. C'était vous qui avez mis quelque chose dans la nourriture. Raphaël a finalement compris ce qui lui arrivait. J'ai mis de la justice, Raphaël. J'ai mis 30 comprimés de vos propres médicaments. Vous allez mourir comme mes petits-enfants, étouffés, apeurés, implorant une aide qui ne viendra pas. À 22h20, Raphaël a commencé à convulser légèrement. « S'il vous plaît, Madame Dubois, appelez l'ambulance. Je confesse. J'ai tué les garçons. » Finalement, la vérité sortait de la bouche sale de l'assassin. « Pourquoi les avez-vous tués, Raphaël ?» Quand il a avoué qu'il avait tué pour de l'argent, j'ai ressenti une rage qui me brûlait de l'intérieur. 100 000 € a été le prix que vous avez mis sur la vie de mes petits-enfants. Maintenant, vous allez découvrir que la vie n'a pas de prix. L'argent. J'avais besoin de l'argent de l'assurance. J'avais beaucoup de dettes. Les mots sortaient entrecoupés, difficiles. Pardon, Madame Dubois. J'étais désespérée. Pardon? Vous avez tué 2 enfants innocents pour de l'argent. Il n'y a pas de pardon pour ça. Tandis qu'il agonisait, je lui ai montré les photos de Mathis et Léo. Regardez-les bien, Raphaël. Ce sont les petits anges que vous avez tués pour de l'argent sale. Ils sont ici, vous regardant payer pour vos crimes. À 22h25, Raphaël était presque inconscient. Respiration irrégulière, lèvres devenant bleues, corps tremblant de manière incontrôlable. Mathis, Léo, pardon, furent les mots qu'il réussit à murmurer. Maintenant, vous allez les rencontrer et leur expliquer personnellement pourquoi vous leur avez ôté la vie. Dans les dernières minutes, Raphaël a murmuré « Amandine va découvrir. Elle va découvrir que son mari était un assassin d'enfants, ai-je complété. Et elle va découvrir que sa mère a eu le courage de rendre justice. » À 22h30, Raphaël a complètement cessé de réagir. Ses yeux se sont fermés. Sa respiration est devenue presque imperceptible. Le Rivotril provoquait l'arrêt cardiaque que j'avais méticuleusement planifié. Je me suis assise à côté de son corps et j'ai murmuré « C'est pour mes petits-enfants, maudits !» Quand il a rendu son dernier souffle à 22h35, j'ai murmuré « C'est fait, Mathis. C'est fait, Léo. Mamie a rendu justice. Le monstre qui vous a tué est mort. » À 22h35, Raphaël a rendu son dernier souffle. Il est mort là, sur mon canapé, confessant ses crimes, implorant un pardon qu'il ne recevrait jamais. J'ai vérifié son pouls. Il n'y avait plus de battements. La justice avait été rendue de mes propres mains. Je n'ai ressenti ni pitié, ni remords. J'ai seulement ressenti une paix profonde que je n'avais pas connue depuis la mort de mes petits-enfants. Raphaël avait payé ses crimes de sa propre vie. Mathis et Léo étaient vengés. J'ai appelé Amandine à 22h45. « Ma fille, il faut que tu rentres d'urgence à la maison. Il est arrivé quelque chose à Raphaël. »« Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?»« Il a eu un malaise pendant le dîner. Viens vite. » Ce n'était pas un mensonge. Il avait vraiment eu un malaise. Je n'ai juste pas dit pourquoi. Amandine est arrivée à 23h15 et a trouvé Raphaël mort sur le canapé. Elle a pleuré, crié, essayé de le réanimer. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait bien aujourd'hui. » « Je ne sais pas, ma fille. Nous avons dîné normalement. Il a commencé à se sentir mal et je l'ai laissé tirer ses propres conclusions.
L'ambulance est arrivée à 23h40. Le médecin a examiné le corps et a déclaré la mort par arrêt cardiaque. Probablement une overdose de médicaments contrôlés. Cela arrive quand une personne prend plus de médicaments que la normale à cause de l'anxiété. Parfait. La cause du décès était expliquée sans éveiller de soupçon. La police a posé quelques questions de routine. « Madame, avez-vous remarqué si le défunt avait pris plus de médicaments que la normale ?»« Je ne sais pas, commissaire. Il prenait toujours ses comprimés pour l'anxiété, mais je ne connais pas la quantité. Des cas comme celui-ci sont courants. Une personne anxieuse prend plus de médicaments et finit par faire une overdose accidentelle. Personne n'a absolument rien soupçonné. Pour tout le monde, Raphaël était mort accidentellement en prenant trop de médicaments. Seul moi savais que c'était un assassinat prémédité et exécuté avec une perfection technique. La grand-mère de 67 ans était devenue une justicière létale. Aux funérailles de Raphaël, 2 semaines plus tard, j'ai reçu les condoléances des voisins et des proches. Madame Dubois, quelle tristesse. D'abord les petits-enfants, maintenant le gendre. C'est la vie, répondais-je. Parfois Dieu prend ceux qui doivent être pris. Amandine a mis 3 mois à se remettre complètement de la mort de son mari. Maman, parfois je pense que c'était mieux ainsi. Raphaël était très stressé ces derniers temps, très changé. Parfois les gens quittent notre vie au bon moment, ma fille. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je dors tranquille toutes les nuits. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais que mes petits-enfants ont été vengés. Je sais qu'un assassin d'enfants a été empêché de tuer à nouveau. Et je sais qu'une grand-mère de 67 ans est capable de tout pour protéger sa famille. Vous me jugez pour avoir fait cela ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai bien agi, parce que je ne regrette absolument rien. Raphaël a mérité de mourir de mes propres mains après ce qu'il a fait à Mathis et Léo. Vous voulez savoir la réaction d'Amandine quand je lui ai montré les preuves que Raphaël était un assassin? Comment elle a réagi en découvrant que c'était moi qui avais tué son mari? Et surtout, ce qui s'est passé quand l'assureur a découvert la vérité sur les 100 000 €? Parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Ce qui va suivre montrera que parfois, faire ce qu'il faut entraîne des conséquences qu'une justicière, même une grand-mère, ne peut pas prévoir. Vous avez vu comment j'ai tué Raphaël. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai découvert qu'il prévoyait aussi de tuer Amandine pour 150 000 € et comment j'ai failli être arrêté quand l'assureur a découvert que Raphaël avait été assassiné et non suicidé. 3 semaines après la mort de Raphaël, tout a commencé à s'effondrer. Je pensais avoir commis le crime parfait, que personne ne découvrirait jamais que je l'avais tué. Mais il y a des choses qu'une grand-mère de 67 ans ne peut pas prévoir, des secrets que même la meilleure planification ne peut cacher. La première bombe a explosé quand Amandine a trouvé des documents cachés dans la garde-robe de Raphaël. C'était un lundi matin. Elle rangeait ses vêtements pour les donner quand elle a découvert une mallette noire cachée derrière les chemises. « Maman, il faut que tu vois ça d'urgence. » Elle m'a appelé en pleurant désespérément. Quand je suis arrivée chez Amandine, j'ai trouvé ma fille en état de choc total. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé caché. » Elle m'a montré des documents qui m'ont glacé le sang. 3 polices d'assurance vie, pas seulement 2 comme le détective l'avait découvert. Nous sommes restés 2 heures en silence, ne faisant que regarder ces papiers. C'était comme découvrir que nous vivions avec un démon déguisé en membre de la famille. Raphaël avait aussi souscrit une assurance vie pour Amandine. 150 000 € en cas de mort accidentelle de ma fille. Avec les 100 000 € des enfants, Raphaël aurait empoché 250 000 € s'il avait tué toute la famille. Mes petits-enfants n'étaient pas les seules victimes planifiées. Amandine était aussi sur la liste des morts. Dans le carnet de Raphaël, il y avait un calendrier détaillé. Mai, recevoir l'assurance des enfants. Juin, commencer l'empoisonnement d'Amandine avec de l'arsenic à petite dose dans le café pendant 3 mois. Août, funérailles d'Amandine. Septembre, voyager à l'étranger avec 250 000 €.
Maman, il y a plus, a dit Amandine en tremblant. Dans la mallette, il y avait un carnet manuscrit de Raphaël, semblable à celui que Lucas avait dans l'autre histoire. Raphaël avait prévu de tuer Amandine juste après avoir reçu l'argent de l'assurance des enfants. Méthode: empoisonnement progressif à l'arsenic. Simuler une maladie prolongée pour ne pas éveiller les soupçons. Amandine a vomi en lisant le plan de son assassinat. Maman, il m'embrassait tous les soirs, en sachant qu'il allait me tuer. Il me préparait le petit déjeuner en testant où il mettrait le poison. Comment ai-je pu vivre avec un tel monstre? Quand j'ai lu ces notes, j'ai compris que je n'avais pas seulement tué un assassin d'enfants. J'avais tué un tueur en série en devenir qui prévoyait d'exterminer toute ma famille pour de l'argent sale. Si je n'avais pas agi, Amandine serait morte aussi aujourd'hui. « Maman, pourquoi ne sembles-tu pas surprise ?» m'a demandé Amandine, observant ma réaction contrôlée. Il était temps de dire toute la vérité à ma fille. Parce que je savais déjà que Raphaël avait tué Mathis et Léo, ma fille. Et je me suis fait justice de mes propres mains. La réaction d'Amandine fut un choc absolu. « Comment ça, tu savais déjà? Comment ça, tu t'es fait justice ?» J'ai raconté toute l'histoire, l'enquête du détective, les preuves, la découverte des assurances, et finalement comment j'avais empoisonné Raphaël avec ses propres médicaments. Amandine est restée silencieuse pendant 5 minutes entières. Puis elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. « Maman, il allait me tuer aussi? J'étais mariée à un monstre qui a tué mes enfants, et il allait aussi me tuer? » « Oui, ma fille. Et si je n'avais pas agi, tu serais la prochaine victime sur sa liste. Tu l'as vraiment tué, maman? Avec les médicaments? » « Oui, Amandine. J'ai mis 30 comprimés de Rivotril dans le pudding. Il est mort en confessant qu'il avait tué les enfants pour de l'argent. Et moi qui pensais que tu étais une belle-mère affectueuse en lui préparant le dîner. » À ma grande surprise, Amandine ne m'a pas condamnée. Après le choc initial, elle m'a serrée dans ses bras. « Merci, maman. Merci d'avoir découvert la vérité et de m'avoir sauvée aussi. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Mais notre paix fut de courte durée. Le jeudi de la même semaine, nous avons reçu un appel qui allait tout changer. C'était de l'assureur qui devait payer les 100 000 € de l'assurance des enfants. « Madame Amandine, nous devons nous entretenir personnellement au sujet de graves irrégularités que nous avons découvertes. L'enquêtrice de l'assurance, Madame Claire Bernard, est arrivée chez nous le vendredi à 14 h. Une femme d'environ 45 ans, sérieuse, avec une mallette pleine de documents et un ordinateur portable. « Mesdames, notre entreprise mène une enquête de routine dans les cas de décès de mineurs. Nous avons trouvé des incohérences qui doivent être clarifiées. » « Quel genre d'incohérences ?» a demandé Amandine, nerveuse. L'enquêtrice a montré des captures d'écran des recherches de Raphaël. 47 recherches sur les poisons sur Google, y compris dose létale d'arsenic pour femmes de 65 degrés, symptômes d'empoisonnement ressemblant à une maladie, combien de temps un assureur met pour payer après un décès, comment ne pas laisser de traces numériques en cas d'homicide. L'enquêtrice a dit: si Raphaël avait attendu 2 semaines de plus pour tuer les enfants, nous aurions dû payer les assurances automatiquement. Il a été trop pressé. La cupidité l'a dénoncé. Mon cœur s'est emballé. Raphaël avait laissé des traces numériques que nous ne connaissions pas. L'assureur avait enquêté sur son ordinateur et découvert des recherches suspectes. De plus, a poursuivi l'enquêtrice, le mari de madame a cherché comment simuler une mort naturelle chez les enfants et signes d'asphyxie que les médecins ne peuvent pas détecter. L'enquêtrice a poursuivi: nous avons aussi découvert des recherches sur comment simuler un suicide après un homicide, pays sans extradition du Brésil, comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Il prévoyait de s'enfuir après avoir tué toute la famille. Amandine est devenue pâle. Cela signifie que votre famille a été victime d'un homicide prémédité pour des raisons financières. Nous allons annuler le paiement de l'assurance et transmettre le dossier à la police pour qu'elle rouvre l'enquête. Il y a autre chose, a dit l'enquêtrice. Nous avons découvert que votre mari est mort d'une overdose de Rivotril.
Une dose exactement 15 fois supérieure à la dose thérapeutique. 30 comprimés d'un coup. Cela n'arrive pas par accident. L'enquêtrice m'a regardé droit dans les yeux. Madame Dubois, ce qui m'intrigue le plus, c'est comment il a pu obtenir 30 comprimés. Le Rivotril est contrôlé, il n'en vend que 30 par mois par personne. Mon cœur s'est arrêté. J'avais acheté une boîte supplémentaire à mon nom. À ce moment-là, j'ai pensé que tout était perdu. Si l'enquête était rouverte, il découvrirait que Raphaël avait été assassiné. Il découvrirait que c'était moi qui l'avais tué. À 67 ans, je finirais en prison pour homicide. Amandine m'a regardé discrètement. Elle a compris que l'enquête pourrait révéler que j'avais tué Raphaël. Docteur, est-il possible que mon mari se soit suicidé par culpabilité? Peut-être qu'il a lui-même tué les enfants et s'est ensuite suicidé par remords. L'enquêtrice a considéré la possibilité. C'est une hypothèse. Nous allons aussi enquêter dans ce sens. Si cela confirme qu'il a tué les enfants et s'est ensuite suicidé, l'assurance serait quand même annulée, mais au moins vous ne seriez soupçonné de rien. Après le départ de l'enquêtrice, Amandine m'a dit « Maman, il faut être très prudente. Si elle découvre que vous avez tué Raphaël, même s'il était un assassin, vous irez en prison. » Nous avons passé tout le week-end à planifier notre version des faits. Amandine dirait qu'elle a commencé à soupçonner son mari après avoir trouvé les documents. Je dirais que je n'avais jamais rien soupçonné, que je faisais entièrement confiance à mon gendre. Le lundi, la police a effectivement rouvert l'enquête sur la mort des enfants. Le commissaire Duval nous a convoqués pour un nouveau témoignage. Mesdames, sur la base des nouvelles preuves, nous pensons que Raphaël a tué les enfants et s'est ensuite suicidé par remords. Le commissaire m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Dubois, avez-vous cuisiné pour Raphaël le jour de sa mort ?»« Oui, j'ai cuisiné. »« Et il a tout mangé normalement ?»« Il a mangé, il a même fait des compliments. » Étrange, car nous avons trouvé des restes de nourriture mélangés à du Rivotril dans son estomac. Pendant le témoignage, j'ai failli tout avouer. Le commissaire a demandé « Madame, soupçonnez-vous quelqu'un ?» Pendant une seconde, j'ai pensé dire « Je me soupçonne moi-même parce que je l'ai tué. » Mais Amandine m'a serré la main et je me suis retenue. « Pourquoi pensez-vous que c'était un suicide ?» ai-je demandé, feignant l'ingénuité. Parce que la dose de Rivotril trouvée dans son organisme était létale. 30 comprimés d'un coup. Personne ne prend une telle quantité par accident. Mais il aurait pu les prendre petit à petit pendant la journée, ai-je suggéré, essayant de semer la confusion dans l'enquête. Non, madame. La concentration dans le sang indique que tout a été pris en une seule fois, probablement mélangé à un aliment sucré pour faciliter l'ingestion. Mon cœur a failli s'arrêter. Ils étaient très, très près de la vérité. « Et où pensez-vous qu'il a obtenu autant de comprimés ?» a demandé Amandine, essayant d'aider. Il les a probablement accumulés pendant des semaines. Les patients sous Rivotril gardent parfois des comprimés pour les moments de crise. Il a dû les accumuler et tout prendre d'un coup par désespoir et culpabilité. L'enquête a duré 2 semaines de plus, très tendue. Au final, la police a officiellement conclu que Raphaël avait tué les enfants pour l'argent de l'assurance et s'était ensuite suicidé par remords. Le dossier a été classé comme double homicide suivi d'un suicide. Amandine n'a reçu aucun argent de l'assurance, mais n'a pas non plus été considérée comme suspecte. J'ai été traitée comme une grand-mère en deuil qui avait perdu ses petits-enfants et son gendre dans une tragédie familiale. Personne n'a soupçonné que j'avais rendu justice de mes propres mains. Un psychologue criminel qui a eu connaissance de l'affaire m'a dit « Madame Dubois, Raphaël était un psychopathe rare. Il aurait tué toute la famille et ensuite cherché d'autres victimes. Vous avez empêché un tueur en série en devenir. » 6 mois plus tard, Amandine m'a dit « Maman, parfois je me réveille au milieu de la nuit en pensant à ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas agi. Je serais morte aussi, empoisonnée petit à petit à l'arsenic, et il serait devenu riche avec l'argent des assurances. Tu n'as pas de colère contre moi pour avoir tué ton mari ?» ai-je demandé. De la colère ? Maman, vous m'avez sauvé la vie.
Si je ressens quelque chose, c'est une gratitude éternelle. Vous avez eu le courage de faire ce que je n'aurais jamais pu. Amandine m'a dit « Maman, je me réveille tous les jours en sachant que je suis vivante parce que vous avez eu le courage. Ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est une dette de vie que je ne pourrai jamais rembourser. » Aujourd'hui, 1 an plus tard, notre famille s'est complètement reconstruite. Amandine a rencontré un homme honnête, travailleur, qui la traite avec un respect et une affection sincère. Nous avons déménagé de quartier pour recommencer loin des souvenirs douloureux. Aujourd'hui, quand je vois Amandine heureuse avec son nouveau compagnon, je sais que j'ai fait le bon choix. Quand je la vois rire avec ses amis, je sais que j'ai sauvé une vie. Quand elle me serre dans ses bras et dit « Merci maman », je sais qu'une grand-mère de 67 ans peut être plus forte que n'importe quel système de justice. Parfois, je visite le cimetière où sont enterrés Mathis et Léo. Je leur murmure « Mamie a rendu justice. Le monstre qui vous a tué est mort. Vous pouvez reposer en paix. » Et je jure que je les sens me remercier de l'au-delà. Vous me jugez pour avoir fait ce choix? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'une grand-mère a le droit de tuer l'assassin de ses propres petits-enfants, parce que je dors tranquille, en sachant que j'ai empêché un tueur en série de continuer à tuer. Cette histoire doit être partagée pour que d'autres familles reconnaissent les signes des prédateurs domestiques, pour que d'autres grand-mères aient le courage d'agir si nécessaire, et pour que les assassins sachent qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à rendre justice. Je m'appelle Solange Dubois, j'ai 67 ans, j'habite à Lyon et j'ai sauvé ma fille en tuant l'homme qui a assassiné mes petits-enfants. S'il fallait tout refaire, je le ferais sans hésiter. C'est ma confession finale. C'est mon message à la France. Protégez vos familles, observez les signes et ayez le courage d'agir quand l'amour ne suffit pas à arrêter le mal. La justice a été rendue. L'amour a vaincu le mal. Et ma famille est enfin en sécurité. Vous avez suivi toute mon histoire. Maintenant, je vais vous avouer quelque chose que je n'ai jamais raconté. Je n'ai pas seulement tué Raphaël. Notre réseau de grand-mères a déjà éliminé 3 autres prédateurs. Et je vais vous apprendre comment vous pouvez faire de même. Partagez si vous êtes d'accord que protéger sa famille vaut n'importe quel prix, car cette histoire montrera que la vraie justice n'existe parfois que lorsque nous la rendons nous-mêmes. 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai tué Raphaël, et aujourd'hui, je peux dire que ce fut la meilleure décision de ma vie. Je dors tranquille toutes les nuits, en sachant que j'ai empêché un tueur en série de continuer à tuer des innocents. Mais vivre avec ce secret n'est pas facile, comme vous pouvez l'imaginer. Amandine s'est remariée en octobre dernier, avec un homme digne de ce nom cette fois, Thomas, 35 ans, ingénieur, veuf avec une fille de 8 ans. Amandine a rencontré Thomas dans un groupe de soutien pour veufs. Il avait perdu sa femme dans un accident de voiture. Un homme qui traite Amandine avec le respect qu'elle mérite, qui parle de mes petits-enfants décédés avec affection, qui comprend que notre famille a traversé une tragédie. Il est resté 3 mois sans savoir pour Raphaël. Amandine avait peur de dire la vérité. Quand elle a finalement raconté, Thomas a dit « Ça t'a rendue plus forte, pas plus faible. J'admire ton courage de recommencer. » Thomas n'a jamais su la vérité sur la mort de Raphaël. Pour lui, comme pour le reste du monde, ce fut un suicide par culpabilité après avoir tué les enfants. Amandine et moi avons décidé que ce secret mourrait avec nous. Certains fardeaux sont trop lourds pour être partagés avec des innocents. Lors de leur lune de miel, Amandine m'a appelé en pleurant de bonheur. « Maman, je sais enfin ce que c'est d'être aimée pour de vrai. Thomas me traite comme une reine, prend soin de sa fille, comme si c'était ma propre fille. Merci de m'avoir sauvée pour que je puisse vivre cela. » Ces mots valent plus que n'importe quelle absolution qu'un tribunal aurait pu me donner. Je n'ai pas tué un homme innocent. J'ai éliminé un prédateur qui détruisait des familles pour de l'argent. La fille de Thomas, Clara, m'appelle Mamie Solange, avec une affection qui réchauffe mon cœur. Parfois, elle demande des nouvelles, des
petits-enfants qui sont allés au ciel et je lui raconte de belles histoires de Mathis et Léo. Clara est en train de créer des souvenirs heureux dans une famille qui a failli ne pas exister à cause de Raphaël. Au cimetière, j'ai placé un banc à côté des tombes de mes petits-enfants. J'y vais tous les dimanches après la messe pour leur parler. Mamie a rendu justice pour vous, je chuchote toujours. L'homme mauvais qui vous a fait du mal ne fera plus de mal à personne. Et je jure que je les sens me remercier de l'au-delà. Le voisinage a changé avec moi. Certains savent que j'ai découvert la vérité sur Raphaël avant la police, mais ils n'imaginent pas que j'ai moi-même rendu justice. Madame Simone, la voisine qui m'a aidée à tout découvrir, dit toujours « Solange est une femme forte. Si elle a découvert que son gendre était un assassin, imaginez ce qu'elle est capable de découvrir d'autre. Si elle savait. » Aujourd'hui, je coordonne un groupe de 12 grands-mères du quartier qui observent les familles autour d'elles. Nous avons créé un réseau secret de protection de l'enfance. Nous avons créé des codes secrets. Café de l'après-midi signifie suspicion d'abus, nouvelle recette signifie danger imminent. En 2 ans, nous avons sauvé 5 enfants de situations dangereuses sans avoir besoin d'impliquer les autorités. Nous avons déjà identifié 3 cas suspects, un beau-père qui bat sa belle-fille, un voisin qui offre des bonbons à des enfants seuls, un oncle qui fait des câlins étranges à ses nièces. Je n'ai pas encore eu besoin de tuer quelqu'un d'autre, mais si c'est nécessaire, je le ferai sans hésiter. Quand vous découvrez que vous êtes capable d'éliminer le mal pour protéger des innocents, cela devient une responsabilité qui ne vous quitte plus jamais. Une grand-mère du groupe m'a dit « Solange, vous avez une force différente, comme si vous aviez déjà affronté le pire et survécu. » C'est parce que je l'ai fait, ai-je pensé. Mais j'ai seulement souri. Le psychologue m'a dit que mon cas a inspiré une loi municipale. Réseau de protection grand-mère vigilante, des grands-mères formées pour identifier les prédateurs familiaux. Aujourd'hui, 200 grands-mères à Lyon font ce travail. Un psychologue qui a étudié le cas Raphaël m'a contacté l'année dernière. Madame Dubois, je voudrais vous interviewer sur la façon dont vous avez découvert les signes qu'il était dangereux. J'ai accepté parce que je voulais éduquer d'autres familles. Mais bien sûr, je n'ai pas dit que j'avais moi-même exécuté la sentence. Ce qui m'impressionne le plus, a-t-il dit, c'est comment vous avez eu le courage d'enquêter même quand tout le monde croyait que Raphaël était un homme bon. Cela a sauvé votre fille. Une grand-mère a de l'instinct, ai-je répondu. Quand quelque chose ne va pas avec la famille, on le sent. Il a publié un article sur les signes des prédateurs familiaux basé sur le cas Raphaël. Mon histoire, évidemment sans mon vrai nom, est utilisée pour former des assistants sociaux et des psychologues. D'une certaine manière, mes petits-enfants continuent de sauver d'autres enfants, même après leur mort. Amandine est tombée enceinte le mois dernier. À 38 ans, elle va avoir un autre enfant, cette fois avec un homme qui l'aime vraiment. Quand Amandine a dit qu'elle était enceinte, ma première réaction a été la peur. Et si cet homme aussi? Mais ensuite j'ai regardé dans les yeux de Thomas et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez Raphaël, l'amour véritable. Quand elle me l'a raconté, elle a pleuré. « Maman, je vais enfin avoir un enfant qui grandira en sécurité, aimé, protégé. Et si c'est un garçon, ai-je demandé. Il s'appellera Mathis Thomas, en hommage à son petit frère qui est allé au ciel. Et si c'est une fille, Léa, en hommage à Léo. Mes petits-enfants vivront pour toujours dans les prénoms des futurs enfants d'Amandine. Amandine m'a montré la chambre du bébé, 2 photos de Mathis et Léo sur le mur, comme des anges gardiens. Ils protégeront leur petit frère, a-t-elle dit. Avec mamie, ai-je complété. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en pensant à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas agi. Raphaël aurait tué Amandine avec de l'arsenic pendant 3 mois. Elle aurait souffert en pensant qu'elle était malade. Elle serait morte en croyant qu'elle avait un cancer ou une maladie terrible. Il aurait empoché 250 000 € et aurait quitté le pays. Peut-être aurait-il trouvé une autre famille à détruire en Europe ou aux États-Unis.
Combien d'enfants ai-je sauvés en tuant Raphaël? Je ne le saurai jamais, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Quand je vois des enfants jouer dans le parc, je pense, combien d'entre eux sont vivants parce que Raphaël est mort? Je ne saurai jamais le nombre exact, mais je sais que chaque jour où il ne respire pas est une victoire. Thomas m'a dit hier, « Madame Dubois, Amandine m'a raconté que vous avez toujours eu des doutes sur Raphaël. » Quel instinct incroyable! Sans cela, je n'aurais jamais rencontré la femme de ma vie. Il ne sait pas que mon instinct était accompagné de 30 comprimés de Rivotril. Le mois dernier, un enquêteur de l'assureur m'a contacté. « Madame Dubois, en réexaminant le dossier, certaines choses ne collent pas. » Mon cœur s'est arrêté. Par exemple, comment Raphaël a-t-il pu obtenir autant de comprimés alors qu'une seule pharmacie les lui a vendus? J'ai répondu, peut-être qu'il les achetait à des trafiquants. Hier, j'ai retrouvé le détective Marc qui m'a aidé à découvrir la vérité. « Madame Dubois, quel plaisir de vous revoir. Comment va Amandine? Remariée, heureuse, elle attend un autre bébé. C'est merveilleux. Et que pensez-vous de la fin qu'a eue Raphaël? Je pense que c'est exactement la fin qu'il méritait. » ai-je répondu en le regardant dans les yeux. Pendant une seconde, Marc m'a regardé comme s'il se doutait de quelque chose. Mais ensuite, il a souri. Parfois, le destin rend justice mieux que n'importe quel tribunal. Parfois, oui, ai-je acquiescé. Aujourd'hui, à 69 ans, je suis une femme en paix. Je ne regrette pas un seul instant ce que j'ai fait. Quand je vois Amandine rire avec Thomas, quand je vois Clara jouer dans le jardin, quand j'imagine le nouveau bébé grandir en sécurité, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Mon message à toutes les grand-mères de France est simple. Observez vos familles, questionnez les comportements étranges, n'ayez pas peur d'enquêter quand quelque chose ne semble pas normal. Et si vous découvrez que quelqu'un fait du mal à vos enfants, ayez le courage d'agir. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle vient des mains d'une grand-mère de 67 ans qui aime sa famille plus que sa propre vie. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu ce courage? Vous me demandez si je regrette? Jamais. Pas une seconde. Vous me demandez si je le referai 1000 fois, sans hésiter. Vous me demandez si j'ai peur que la police découvre? Non, parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. La dernière fois que j'ai visité la tombe de mes petits-enfants, j'ai apporté la photo de l'échographie du bébé d'Amandine. Regardez, mes amours, vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur. Et cette fois, mamie s'assurera qu'il grandisse en sécurité. J'ai murmuré une fois de plus. Merci de m'avoir donné la force de rendre justice. Merci de m'avoir montré qu'une grand-mère est capable de tout pour protéger sa famille. Et je suis partie avec la certitude que si c'était nécessaire, je ferais tout de nouveau. Laissez un pouce bleu si vous pensez que toutes les grand-mères devraient être comme ça, assez courageuses pour protéger leurs petits-enfants de tout mal. Je m'appelle Solange Dubois, j'ai 69 ans, j'habite à Lyon, j'ai tué l'assassin de mes petits-enfants, j'ai sauvé ma fille, et aujourd'hui, je vis la vie qu'ils auraient voulu que je vive, en protégeant ceux que j'aime et en aidant d'autres familles à se protéger. Si vous connaissez une grand-mère qui a besoin de courage pour protéger ses petits-enfants, envoyez-lui cette vidéo, parce que parfois, nous sommes la seule ligne de défense entre le mal et notre famille. Et nous ne pouvons pas échouer. C'est mon histoire complète. C'est ma confession finale. C'est mon héritage. Une grand-mère qui a eu le courage de faire ce qui était juste, même quand c'était impossible. La justice a été rendue. L'amour a vaincu le mal. Et ma famille est enfin en sécurité. Vous avez suivi toute mon histoire. Maintenant, je vais confesser quelque chose que je n'ai jamais dit. Je n'ai pas seulement tué Raphaël. Notre réseau de grand-mères a déjà éliminé 3 autres prédateurs. Et je vais vous enseigner comment vous pouvez faire de même. Partagez si vous êtes d'accord que les grand-mères doivent être létales si nécessaire, car ce message final peut sauver des vies et des familles entières. Aujourd'hui, à 69 ans, après 2 ans à garder ce secret, je sens qu'il est temps de dire toute la vérité. Non seulement pour soulager ma conscience,
mais pour enseigner à d'autres grands-mères que parfois, l'amour véritable exige des décisions impossibles et des méthodes que la société n'accepte pas. Oui, j'ai tué Raphaël de mes propres mains. J'ai mélangé 30 comprimés de Rivotril dans le pudding et les regardé mourir en confessant qu'il avait assassiné mes petits-enfants pour 100 000 €. Et s'il fallait tout refaire, je le ferais 1000 fois. Mais Raphaël n'était pas le seul. Notre réseau de grand-mères a déjà résolu 3 autres cas que la justice n'a pas réussi à résoudre. Le premier était Jean, 34 ans, qui abusait de sa belle-fille de 7 ans. Overdose accidentelle d'insuline au petit déjeuner. La deuxième était Rita, une voisine qui vendait des enfants pour un réseau de prostitution. Elle a glissé dans l'escalier après que notre enquête ait prouvé les crimes. Le troisième, eh bien, disons que les médicaments pour la tension artérielle peuvent être mortels à la bonne dose. La question que vous posez toujours est « Madame Dubois, comment avez-vous eu ce courage ?» La réponse est simple. Quand vous voyez les photos du cou de vos petits-enfants avec des marques de doigts, quand vous découvrez qu'ils ont été étouffés pour de l'argent, le courage vient tout seul. Amandine a accouché la semaine dernière. Un beau petit garçon, en bonne santé, qui s'appelle Mathis Thomas, comme promis. Quand j'ai tenu mon nouveau petit-fils dans mes bras, j'ai murmuré « Mamie a éliminé tous les monstres. Tu vas grandir en sécurité. » Thomas ne sait pas qu'il est marié à la fille d'une justicière. Pour lui, je ne suis que la belle-mère affectueuse qui fait des gâteaux le dimanche. S'il savait que ces mêmes mains qui caressent le bébé ont tué 4 personnes, me respecterait-il encore? Je ne le saurai jamais, et je n'ai pas besoin de le savoir. Notre réseau de grand-mères protectrices est passé à 50 membres dans toute la France. Nous avons une hiérarchie, 10 grand-mères enquêtrices, 20 observatrices, 15 exécutrices et 5 spécialistes des accidents. Chacune connaît exactement son rôle. Nous sommes plus organisés que n'importe quelle force de police. En 2 ans, 23 prédateurs identifiés, 15 enfants sauvés, 8 cas résolus officiellement, 4 résolus définitivement. Taux de réussite, 100%. Taux de découverte, 0%. Nous sommes affectueusement appelés les anges gardiens des enfants. Mais je préfère anges de la mort des prédateurs. Le commissariat local nous consulte officieusement quand ils ont des cas difficiles impliquant des enfants. Madame Dubois, vous avez un instinct que nos enquêteurs n'ont pas, m'a dit le commissaire Duval. C'est parce que nous sommes mères et grand-mères, ai-je répondu. Nous savons identifier le mal quand nous le voyons. Le ministère de la Justice m'a consulté sur les méthodes non conventionnelles de protection de l'enfance. Évidemment, je n'ai pas révélé nos méthodes réelles, mais ils savent que nous sommes efficaces. Un journaliste a essayé de faire un reportage sur notre réseau le mois dernier. Madame Dubois, comment réussissez-vous à découvrir des cas que même la police n'arrive pas à résoudre? Observation, dévouement et amour pour les enfants, ai-je menti effrontément. Évidemment, je n'ai pas dit que certaines d'entre nous avaient déjà éliminé des prédateurs. Le psychologue qui a étudié mon cas a publié un livre, L'instinct maternel comme outil de protection. Basé sur mon histoire avec Raphaël, il a créé une méthode pour former les familles à identifier les prédateurs. Mes petits-enfants sauvent d'autres enfants encore aujourd'hui grâce à ce travail. J'ai reçu une lettre d'une grand-mère de Marseille la semaine dernière. Madame Dubois, j'ai lu votre histoire sur Internet. J'ai identifié des signes similaires chez mon gendre. Grâce à votre histoire, j'ai sauvé ma petite fille de 3 ans. Merci d'avoir eu le courage. Ces lettres arrivent chaque semaine de toute la France. J'ai visité la tombe de mes petits-enfants hier en emmenant le bébé Mathis Thomas. Regardez mes amours, le petit frère que vous allez protéger est arrivé. J'ai mis le bébé dans mes bras et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas eue depuis leur mort. Le cercle était fermé. Une infirmière de l'hôpital où Amandine travaille m'a approché discrètement. Madame Dubois, je soupçonne qu'un médecin abuse de patients enfants. Je ne sais pas vers qui me tourner. Laissez-moi faire, ai-je répondu.
Certains problèmes nécessitent des solutions que seules les grands-mères courageuses peuvent apporter. Je forme Clara, la fille de Thomas, pour qu'elle soit la prochaine génération. À 8 ans, elle sait déjà identifier les adultes étranges. Quand elle grandira, elle continuera notre mission. Amandine m'a demandé hier, « Maman, quand Mathis Thomas grandira, tu lui raconteras l'histoire de la grand-mère héroïne qui a protégé la famille. » Je lui raconterai que l'amour d'une grand-mère n'a pas de limite, ai-je répondu. Et que parfois, être une héroïne signifie se salir les mains. Le détective Marc m'a appelé hier. « Madame Dubois, j'ai un cas ici qui me rappelle celui de Raphaël. Un père qui a souscrit une assurance vie pour son fils et qui agit étrangement. Pourriez-vous y jeter un œil ? Bien sûr, Marc, je passerai demain. Mon travail ne s'arrête jamais. On me demande si j'ai peur d'aller en prison. Non. Parce que je sais que n'importe quel juré qui serait père ou grand-père m'acquitterait sur le champ. Toute personne qui aime un enfant comprendrait que j'ai fait ce qui devait être fait. On me demande si je ressens du remords. 0. Je dors comme un bébé toutes les nuits en sachant que le monde compte 4 assassins d'enfants en moins. On me demande si Dieu me pardonne. J'en suis certaine, car j'ai utilisé les mains qu'il m'a données pour protéger les innocents. Mon message final à toutes les mères et grands-mères de France. Premièrement, observez vos enfants. Les changements de comportement, la peur de certaines personnes, les marques sur le corps, les cauchemars fréquents. Ce sont des signes. Deuxièmement, n'ayez pas peur d'enquêter. Engagez des détectives, posez des questions, fouillez les téléphones portables et les ordinateurs. La vie privée du suspect vaut moins que la vie d'un enfant. Troisièmement, si vous découvrez que quelqu'un fait du mal à vos enfants, ne comptez pas uniquement sur la justice. Parfois, nous devons être la justice nous-mêmes. Quatrièmement, si vous devez éliminer une menace, utilisez des méthodes qui imitent les causes naturelles. Des médicaments en excès, des accidents domestiques, un malaise subit pendant les repas. Étudiez la routine de la victime pendant des semaines. Cinquièmement, créez des réseaux de soutien avec d'autres grand-mères courageuses. Seules, nous sommes fortes. Ensemble, nous sommes invincibles. Le petit Mathis Thomas dort sur mes genoux pendant que j'enregistre ceci. Il ne sait pas qu'il est protégé par une grand-mère qui a déjà tué 4 personnes pour défendre sa famille. Et il n'aura jamais besoin de le savoir, car je veillerai à ce qu'il grandisse dans un monde plus sûr. C'est ma confession finale. J'ai tué Raphaël et 3 autres prédateurs. Je ne regrette rien. Je le referai. Et je continuerai à le faire si nécessaire. Parce que l'amour d'une grand-mère n'a pas de limite morale ou légale quand il s'agit de protéger ses petits-enfants. Dites-moi dans les commentaires, combien de prédateurs connaissez-vous ? Vous pouvez me juger, vous pouvez me dénoncer, vous pouvez me haïr. Mais je sais que n'importe quelle grand-mère à ma place ferait la même chose. Et j'espère que, si vous en avez besoin, vous aurez le courage que j'ai eu. Laissez un pouce bleu si vous voulez faire partie de notre réseau de grand-mères qui protège les enfants par tous les moyens nécessaires. Si vous êtes des grands-mères et que vous voulez vraiment protéger vos familles, contactez-moi. J'ai des méthodes que la police n'enseigne pas, des techniques que les livres ne mentionnent pas, un courage que la société n'accepte pas. Si cette histoire vous est parvenue, c'est qu'elle devait arriver. Si vous connaissez un enfant en danger, agissez. Si vous connaissez un prédateur, éliminez-le. Si vous connaissez une grand-mère qui a besoin de courage, montrez-lui cette vidéo. Si vous connaissez des enfants en danger, envoyez-moi un message privé. Notre réseau opère dans toute la France. Aucun enfant n'a besoin de souffrir tant qu'il y aura des grand-mères courageuses prêtes à éliminer le mal. Je m'appelle Solange Dubois. J'ai 69 ans. Je suis une justicière, protectrice, vengeresse et avant tout une grand-mère. J'ai tué 4 monstres. J'ai sauvé ma famille et je dédierai le reste de ma vie à protéger tous les enfants que je pourrai. C'est mon héritage pour le monde, que le courage ne manque jamais aux grand-mères de France. La justice a été rendue, l'amour a vaincu, et ma guerre pour la protection des enfants continue.